Et oui, je n'ai pas aimé ce Star Wars 7. Je n'ai pas aimé le Premier Ordre, qui est un copier-coller de l'Empire, sans jamais qu'on nous explique d'où il sort. Je n'ai pas aimé la nouvelle étoile de la mort, mais qui, attention, c'est précisé que c'est pas la même, car celle-ci est plus grosse. On n'avait pas déjà vu ça dans le 4 et le 6 ? Et j'ai encore moins aimé la mort d'Anne, qui est coupée dans tous les sens pour la rendre accessible au grand public. Pourquoi faire revenir un personnage emblématique pour le tuer ? Ou encore Rey ? Bon, il y a quand même des points positifs, genre le Faucon Millenium. Tous les visuels de bataille sont très beaux et ça fait clairement plaisir de le voir avec des effets spéciaux d'aujourd'hui. Ou tout le combat au sabre laser à la fin qui scénaristiquement, n'a aucun sens vu que Rey n'a eu aucun entraînement, j'y reviendrai. Mais visuellement, c'est carrément beau, cet environnement glacé et sombre faisant ressortir la couleur des sabres laser. Ça, personne peut lui retirer ça, ce film est carrément beau. Surtout que c'est le réveil de la Force, cette forêt enneigée et sombre faisant clairement référence à la Force dans l'univers, endormie jusque-là et qui se réveille suite à affrontement entre le côté clair et le côté obscur, qui sont ensuite séparés ici. Même niveau couleur, car on aura d'un côté la couleur bleue pour le côté clair et la couleur rouge pour le côté obscur. Clairement une idée de J.J. Abrams, puisqu'on retrouve ce duel des couleurs sur l'affiche du 7 et du 9, mais pas dans celle du 8. Parce que je vous rappelle que le 8 n'a pas été réalisé par J.J. Abrams. Clairement, l'immense atout de ce film est son ambiance qui est d'abord due à une volonté technique. Alors que je suis pas du tout team pellicule, en particulier pour ce cas, parce que George Lucas a démontré au monde que les caméras numériques pouvaient être utilisées pour faire du cinéma. Et là, on décide d'utiliser de la pellicule. J'ai toujours pris ça pour une régression, mais aussi une insulte envers le créateur de la saga. Pourtant, j'avoue, ça marche bien. Si on oublie quelques plans flous, en particulier pour Leia, oui, j'avoue que cette touche pellicule et cette myriade de couleurs donnent à ce film un cachet indéniable. Visuellement, c'est beau, il y a un petit côté vintage que j'aime bien et ce combat au sabre laser dans la nuit est une merveilleuse idée. Mais le plus grand atout de ce film est d'avoir réussi à ne pas égratigner les fans, car il y avait énormément d'attentes derrière ce Star Wars 7, voire trop. Suite au rachat de Disney, beaucoup étaient sceptiques, dont moi. Beaucoup ne voulaient pas voir du Star Wars sans George Lucas, dont moi. Par contre, on était tous d'accord pour dire qu'au moins avec Disney, il y avait de nouveaux films qui allaient sortir. Je le dis quand ça, tu vois. Il y a eu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal, avec de bons visuels, et surtout ce Faucon Millenium qui fait son retour. Il y avait une grosse hype. Puis je me souviens qu'après avoir vu le film avec ma pote, on s'est retrouvés dehors en mode... ça sent le Star Wars, il y a des visuels de Star Wars, mais pourtant... Ouais. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que j'avais un peu la sensation qu'on avait craché sur la trilogie d'origine, et donc j'ai tout de suite pensé que ce film se ferait déchirer par les fans. Et pourtant non, parce que Rey qui arrive sans problème à maîtriser le Faucon Millenium comme une virtuose. Ça donne quoi ? Déjà ça donne un personnage qui roule sur la vie en mode facile, mais surtout ça casse le personnage d'Han Solo qui était censé être le meilleur pilote de toute la galaxie. Finalement, si Rey peut le faire, alors tout le monde peut le faire. Comme le Premier Ordre, on sait pas d'où il débarque, ni depuis quand il est là, comme si tous les combats dans la trilogie d'origine n'avaient servi à rien, car on retrouve Leia et Han exactement comme on les a laissés. Lui est toujours contrebandier avec Chewie, et Leia est toujours à la tête de la Résistance. Beaucoup avaient critiqué la prélogie sur le fait que l'aspect politique était trop présent, mais c'est justement cet élément qui faisait que c'était du Star Wars. Dans tous les films, ce qui donnait cet aspect univers tangible, c'était grâce aux histoires annexes qui sont racontées. Des petites histoires du passé qui n'ont aucun rapport avec l'histoire de nos personnages, mais qui donnent de vraies discussions que de vrais personnages pourraient avoir dans cet univers. Comme le fait que tout est sale dans le premier opus. Ils atterrissent même dans une décharge. Les Stormtroopers sont sales et même le Faucon Millenium est un vieux vaisseau rafistolé dans tous les sens. Tout est là pour donner un passé à cet univers, lui donner du vécu. Je vous renvoie sur ma vidéo spéciale sur le sujet. Dans ce numéro 7, on essaye rapidement de faire la même chose avec tout ce début où l'on présente Rey qui désosse ses épaves d'anciens vaisseaux de l'Empire. Ils ont voulu avoir de nouveau un personnage extraordinairement bon comme Luke, sauf qu'il y a une grande différence entre les deux. Luke, tout comme son père, est un créateur, voire un réparateur du monde. Tous les deux utilisent des pièces détachées pour les réparer et leur donner une seconde vie. Ils sont tous les deux là dans leur destinée pour réparer le monde. Tandis que Rey, c'est toujours pour son compte. Elle utilise des pièces détachées qu'elle échange contre des rations.
D'ailleurs, on peut clairement dire que le perso de cette nouvelle trilogie utilise des éléments de l'ancienne comme une sangsue. Littéralement, on nous montre que le recyclage d'anciens éléments est là pour ce film. Je pourrais même aller plus loin puisqu'on nous indique que les rations sont de plus en plus petites au fur et à mesure que le temps passe. Peut-être un petit message indiquant qu'à force de faire sans arrêt des remakes de la même chose, eh bien la vache à lait et le spectateur se tarit. Pareil pour BB-8, là où Luke va voir le message de Leia et de son propre chef va essayer de retrouver Ben, eh bien Rey de son côté sera contrainte de s'enfuir avec, comme par hasard, le seul mec de la planète étant au courant de la mission du droïde, en utilisant, comme par hasard, le seul vaisseau aux alentours qui sera évidemment le Faucon Millennium. Franchement, quelle est la probabilité pour qu'on se retrouve sur une planète copier-coller de Tatooine, avec une héroïne ayant un lien de parenté avec les Skywalker, qui trouve elle aussi un droïde ayant une mission capitale pour la résistance, qu'elle tombe elle aussi sur le seul mec de la planète connaissant la dite mission, et que le seul vaisseau qu'elle emprunte soit le Faucon Millennium. C'est pour ça que j'ai pas du tout compris le succès qu'il a eu, tout est tellement improbable d'emblée. Et puis, comme par hasard, je vais la refaire souvent celle-là, Han Solo était pas loin à chercher le Faucon. Mec, t'as pas pensé à scanner cette planète ? Franchement, ce que je déteste le plus dans cette nouvelle trilogie, c'est Rey et Kylo. Rey roule sur le jeu en mode ultra facile, à aucun moment elle ne fait d'efforts ou échoue, comme ici dans le Faucon où elle fait un pontage sur la carte mère. Je m'attendais tellement à ce que tout tombe en panne d'un coup, ça aurait été logique et marrant. Personne ne peut être aussi doué naturellement sur un vaisseau sur lequel il n'a jamais été. Et encore plus sur le Faucon, vu qu'il n'a absolument rien de standard. Même le combat à la fin d'où elle sort gagnante sans jamais avoir eu d'entraînement. Alors que je rappelle que Luke était une vraie quiche et a échoué à la fin du deuxième film face à Dark Vador, en ayant quand même eu un minimum d'entraînement avec Yoda. Là aussi ça rend le personnage de Rey insipide, mais surtout ça crache sur le personnage de Luke, car ça détruit toute l'importance de l'entraînement que doivent recevoir les Jedi. En une action de scénar, on démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'entraînement pour être un Jedi. J'adore. Et c'est là qu'on aborde l'aspect que je déteste au plus haut point dans sa trilogie, et que j'adorais dans la saga. L'aspect spirituel. L'entraînement des Jedi, ce n'est pas savoir manier un sabre laser, c'est savoir maîtriser son esprit pour ne pas tomber dans la peur, et donc dans le côté obscur. Les Jedi sont les serviteurs du bien, c'est pour ça qu'ils sont recrutés très jeunes pour ne pas avoir été corrompus par le monde. Tout cet aspect spirituel et introspection est totalement absent de cette trilogie signée Disney. Les Jedi sont maintenant des guerriers ayant comme arme des sabres laser et leur super pouvoir est la force. Rien de plus. Le pire, ça reste quand elle lui ordonne de la libérer quoi. Non mais franchement. Et elle parle le Chewie aussi, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. Bonjour, je m'appelle Rey et avant de naître, j'ai demandé à Dieu de me mettre un kit toute option. D'ailleurs, j'ai appris le chinois en 2 jours. C'était facile. Si vous vouliez autant la rendre péter, pourquoi ne pas lui avoir ajouté un kit robotique dans son cerveau avec genre toutes les langues de la galaxie ? Et aussi savoir comment piloter n'importe quel engin ? Ça aurait pu être cool d'avoir un perso mi-humain, mi-robotique. Et ça aurait été logique. Bon, ok, je vais arrêter avec Rey. L'étoile de la mort est maintenant plus grosse et peut détruire plusieurs planètes à la fois. Ouais, ça m'aurait plus impressionné qu'on me présente de nouveaux Stormtroopers qui font 10 mètres de haut. Là, le fait qu'elle soit plus grosse ne change en rien sa dangerosité. Si tu veux augmenter la dangerosité de quelque chose, il faut changer la dite chose. Avengers 1, c'est l'invasion extraterrestre, mais c'est surtout New York qui est en danger. Avengers 2, c'est la planète entière qui est en danger. Avengers 3, c'est l'univers qui est en danger. Tu vois la différence ? On ne recycle pas un aspect scénaristique dangereux, on le change pour le faire monter en puissance. Et là, on fait comme dans le 4 et dans le 6, car on n'a pas d'idée. Et quel intérêt de l'avoir mis si au final, c'est si simple de la faire péter ? Puis on va mettre du rouge partout aussi, pour accentuer le côté diable, parce que la subtilité est en PLS. Pareil pour Kylo, que tu identifies au bout de 2 minutes de film comme une tentative de copie de Dark Vador. Mais là où ce dernier faisait clairement peur, là, c'est juste un ado qui fait son caca nerveux. Mais encore, là, allez, d'accord, avec le recul, je dirais que le perso de Kylo Ren est ok. Même après les 3 films, je ne comprends toujours pas ses motivations à intégrer le côté obscur. Il a des parents qui l'aiment, qui ont de la thune, franchement, y a quoi qui va pas dans sa vie ? On dit juste que son esprit a été corrompu par Snoke, mais bon, c'est un peu facile. Après, c'est vrai que si je vois un kebab, c'est difficile de pas y céder, donc
Peut-on dire que j'ai été corrompu par le kebab? La question se pose. Je dirais que ce perso est ok dans le sens qu'il est un copier-coller assumé de Dark Vador. C'est un fan qui a voulu se faire un cosplay de son méchant préféré. Pourquoi pas, écoute, au moins c'est assumé. En revanche, les méchants sont les mêmes. Impressionnez-moi. Pourquoi ne pas avoir fait une république qui a l'air bien de façade, mais qui est en fait gangrénée par le côté obscur? Peut-être car ça aurait été trop compliqué pour les enfants, car ce film est vraiment à destination des enfants. Et c'est là que tu captes le véritable but de Disney avec ce film. Lorsque la prélogie est sortie, il y a eu énormément de fans de la première heure qui sont allés voir les films avec leurs enfants, et ça a créé une nouvelle génération de fans de la franchise. Ce qui n'a pas été mon cas, c'est sûrement pour ça que j'ai autant de recul sur la franchise que j'ai découverte en fait au lycée. Et encore, je dirais que j'ai de la chance, parce que je me souviens d'une fois où j'ai pris l'avion et il y avait un gars qui faisait découvrir Star Wars à son fils de 10 ans. C'était l'épisode 5. Et vous savez comment il regardait ça? Sur son téléphone portable. Je peux accepter beaucoup de choses, mais l'épisode 5 sur un téléphone... Franchement, je dis non. Reprenons. Là, ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, c'est créer une nouvelle génération de fans. Mais pour ça, il faut avoir de vraies bonnes idées de scénar, et non copier ce qui a déjà été fait. La première trilogie avait comme cible les ados et les jeunes adultes. La prélogie avait comme cible les adultes avancés ayant vu dans leur jeunesse la première trilogie, mais aussi leurs enfants avec Jar Jar et le perso d'Anakin enfant. Là, je suis désolé, mais c'est purement pour les gosses. Parce que franchement, ce sabre laser, même Maze sait pas comment il a atterri là. Elle aurait pu répondre qu'elle l'avait échangé à un mercenaire contre 3 rations. Mais non, là aussi c'est purement scénaristique, il savait pas comment il avait atterri là et il voulait pas se mouiller pour qu'éventuellement ce soit dit dans un autre film. Alors oui, ça fait plaisir de revoir Han dans le cockpit, oui ça fait plaisir de le revoir débarquer avec Chewie, mais bon, ils ont pas évolué en 30 ans. Et on part de nouveau à la dernière seconde avec comme d'hab le faucon qui déconne. On atterrit là aussi dans un bar chelou et tout ça donne la sensation d'une tentative de remake. Et puis cette carte pour retrouver Luke est débile. Vous aviez le morceau final. Pas besoin de son trajet d'avant, ce qui compte, c'est le point de chute. Dans ton GPS, tu tapes l'adresse de destination, non? Voilà, c'est la même. Regardons tout de même la filmo des deux scénaristes pour connaître la réponse. Mais non, je pige pas, c'est pas des brels quand même. Ils ont de bons films au compteur, il y a même Laurence Kasdan, le scénariste des épisodes 5 et 6. Comment c'est possible d'obtenir un résultat final comme ça? La mort d'Anne est peut-être ce qui m'a le plus révolté au premier visionnage, je ne comprends pas pourquoi il est intéressant de faire revenir un perso emblématique pour ensuite le tuer. Pour jouer sur la nostalgie? Ou pour tout simplement faire une passation de pouvoir? C'est-à-dire qu'on aura le perso de Rey qui s'appuiera sur un perso déjà existant pour s'élever, et qui en profitera pour hériter du Faucon et de Chewie. Sûrement un peu de tout ça. Autre exemple, tu prends Poe. Est-ce que c'est vraiment logique qu'il s'enfuit alors que sa mission principale de retrouver le droïde n'est pas accomplie? Oui, ce n'est pas logique, mais c'est voulu pour faire la passation de pouvoir entre Han et Rey. Si Poe était resté avec Finn, alors ça aurait été lui qui aurait piloté le Faucon, vu que des deux, c'est lui qui a le plus d'expérience en pilotage. Finissons quand même par une note positive. Finn. Comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé la surprise de ce personnage qui est la rare idée originale avec cette main rouge sur le front pour bien l'identifier. Et pourquoi tout le monde l'aime? Tout simplement car c'est un personnage qui galère et qui, comme Luke, se fait détruire malgré toute la vaillance qu'il avait. Un bon personnage est un personnage qui continue à faire de bonnes actions malgré qu'il échoue. Comme disait Dumbledore, il faut choisir entre le bien et la facilité. Le côté obscur, c'est simple de tomber dedans. Pourquoi reste du côté du bien puisqu'elle ne fait aucun effort pour y rester? Au-delà de rendre le personnage de Rey inintéressant, il casse la difficulté de faire le bien dans un monde où il est bien plus simple d'être du côté des méchants. Bref, merci Disney, mais je ne suis pas un jambon. Si cette vidéo t'a plu, ton like est le bienvenu, n'hésite pas à regarder mon analyse de la mort d'Han Solo, et je finirai par la citation ultime qui résume ce film. It's a trap.